27 ans après le génocide commis contre les Tutsis, c'est sur le plan de la justice que fait le Rwanda aujourd'hui pour réparer et aider les victimes et surtout les survivants du génocide commis contre les Tutsis à trouver justice. Aujourd'hui, nous avons à peu près 1 millier des dossiers qui ont été envoyés dans les 4 coins du monde, des mandats d'arrêt, que ce soit sur le continent africain, en Europe, en Océanie et en Amérique ou au Canada, où le Rwanda essaie d'aller à la traque des présumés coupables du génocide. Qu'en est-il aujourd'hui? L'organe national de poursuite judiciaire est avec nous ce soir. Je suis avec le procureur national Bonaventure Ruberwa. Bonsoir, monsieur le procureur. Bonsoir. Avec nous également, c'est la société civile, en tout cas un des membres de la société civile qui se battent depuis plus de 20 ans pour que justice soit trouvée pour les présumés coupables du génocide qui se trouvent en France et même ailleurs sur le continent européen. Bonsoir Alain Gauthier. Alain Gauthier du collectif des partis civils pour le Rwanda. Monsieur le procureur, je commence avec vous. Aujourd'hui, 27 ans après, est-ce que vous pouvez nous faire un peu le récapitulatif ou la situation ou l'état des lieux de la situation sur le plan de la justice? Je parlais tout à l'heure d'1 millier de dossiers, de mandats d'arrêt qui ont été envoyés dans les 4 coins du monde. Quelle est la situation aujourd'hui? Merci. Actuellement, l'organe national de poursuite judiciaire a émis des mandats d'arrêt internationaux, à peu près, d'ailleurs, 1146 mandats d'arrêt internationaux émis dans 33 pays. Et parmi les 1446, 408 mandats d'arrêt internationaux sont émis en République démocratique du Congo, soit 35% du total des mandats d'arrêt internationaux. Et 277 mandats d'arrêt internationaux sont émis en Ouganda, soit 24%. Et les autres, c'est dans d'autres pays, que ce soit en Europe, aux États-Unis et ailleurs. Et comme je viens de le dire, à peu près 60% des mandats d'arrêt internationaux sont répartis dans 2 pays, en RDC et en Ouganda, et plus de 900 mandats d'arrêt internationaux sont émis dans les pays africains. C'est-à-dire l'Ouganda et la République démocratique du Congo, nous sommes directement chez nos voisins, la République démocratique du Congo, où une bonne partie, en tout cas, des anciens dignitaires de l'ancien régime Habyarimana se sont réfugiés, bien accompagnés, bien entendu, avec les miliciens Interahamwe et autres. Aujourd'hui, il y a des mandats d'arrêt qui ont été envoyés. Quel est le feedback maintenant? Qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce que le Rwanda a eu en retour? Bon, je dirais qu'il y a certains pays qui ont réagi. Nous avons des personnes qui ont été jugées dans des pays étrangers, à peu près 23 personnes. Et la plupart, c'est dans les pays européens. En Belgique, nous avons 9 personnes. Et parmi les 23, une seule personne n'a été acquittée. Les autres, ils ont été condamnés. Et parmi aussi, nous avons des personnes qui ont été transférées au Rwanda. Ils sont de 3 catégories. Il y a ceux qui ont été transférés par le TPIR. Nous en avons 3. Il y a d'autres qui ont été transférés par des pays, disons extradés, non pas transférés, par des pays sous forme d'extradition. Nous en avons la Hollande qui a extradé 2 personnes, le Danemark 2 personnes, Norvège 1 personne et l'Allemagne 1 personne. Et puis nous avons une 3e catégorie de personnes qui ont été déportées au Rwanda et par des pays étrangers aussi. Les États-Unis, nous en avons eu 5 personnes, l'Ouganda 3,
Canada, une personne, Hollande, une personne, la République démocratique du Congo, 4, et le Mali et le Congo-Brazza, une personne, une personne. On comprend bien, si on analyse les chiffres, c'est presque insignifiant par rapport au nombre de dossiers, si je me permets de le dire. C'est vrai qu'il y a des efforts qui sont conjugués. Alain Gauthier, de votre côté, au niveau de la France, nous savons déjà l'histoire qui de la France et le Rwanda par rapport à ce qui s'est passé au Rwanda en 1994. Je parle du génocide commis contre les Tutsis. Alain, avec un retour en arrière, avec un regard en arrière, quelle est la situation, notamment en France? Les chiffres que nous avons ici, c'est à peine quelques procès qu'on a en France ou qu'on a eu en France depuis 27 ans, Alain. Oui, alors effectivement, si je reparle des extraditions, c'est vrai que la France a refusé, à ma connaissance, à 42 reprises, d'extrader des personnes qui étaient réclamées par le Rwanda. Je crois que c'est le pays qui détient le record de refus d'extradition. Maintenant, en 27 ans, la France n'a jugé que 3 personnes, donc 3 génocidaires, puisqu'on peut les appeler génocidaires une fois qu'ils ont été jugés. Le premier, c'est Pascal Sibi-Kangwa en 2014 en première instance et en appel en 2016. Et puis les bourgmestres de Kabarondo, Octavien Genzi et Tito Barreira, eux qui ont été condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité en 2016 et en 2018. On attendait un procès l'année dernière. Le Covid l'a reporté 2 fois. Donc ce procès contre Claude Mohaïmana, qui se tiendra finalement du 22 novembre au 17 décembre aux Assises de Paris. Et puis, tout récemment, Laurent Bouti-Baluta, l'ancien préfet de Gikongolo, qui s'était pourvu en cassation, eh bien, son pourvoi a été refusé et on attend maintenant pour lui une date pour qu'il soit jugé. Et nous avons encore 2 autres personnes qui sont déférées devant la cour d'assises. C'est 2 médecins, Sosten Monyemana et Eugène Rwamutio. Pour tous les autres dossiers qui sont toujours à l'instruction, on attend des décisions de la justice française. On attend les décisions de la justice française, mais tout récemment, Alain, actualité oblige, il y a la mise en examen et l'arrestation de Marcel Hitayezu, un membre du clergé qui a été arrêté, je crois, il y a quelques jours en France. Il est ancien prêtre de Mubuga. Là, nous sommes dans la région de l'ancienne préfecture des Kiwouye. Alain, ça, ce n'est pas un nouveau nom par rapport à ce que votre collectif avait déjà dénoncé. Quel est votre sentiment? Quels sont vos sentiments aujourd'hui déjà par rapport à ce dossier? Oui, alors Marcel Hitayezu, ça fait plusieurs années qu'on connaît son dossier, puisque dans un premier temps, la Cour d'appel avait accepté son extradition et la décision a été annulée par la Cour de cassation. Tout récemment, j'étais au Rwanda au mois de décembre et ça m'a permis, parce que je savais que le parquet de Paris, depuis 2009, avait ouvert une information contre lui et contre la douzaine d'autres qui étaient visés par des mandats d'arrêt mais qui n'étaient pas poursuivis. Donc j'ai axé un petit peu mon travail au mois de décembre sur le recueil de témoignages précisément des rescapés de Mubuga, ce qui m'a permis, dès que je suis rentré, là en début d'année, eh bien, de les constituer partie civile. Et nous, également, nous nous sommes constitués partie civile dans ce dossier. Bon, je ne sais pas si
Marcellita Yezou restera en prison. S'il reste en prison, ça voudrait dire que le procès n'aura pas lieu avant plusieurs années quand même. Mais il faut savoir que la détention provisoire ne peut durer que 4 ans. D'ailleurs, à ce propos, j'ai oublié de signaler quand même que actuellement, une seule personne qui est poursuivie en justice, enfin ça en fait 2 maintenant avec Keita Yezou, mais c'est Atege Kimana Philippe, un ancien gendarme de Nyanza, Nyanza Boutare, qui lui est en prison. Il avait fui au Cameroun après qu'on ait déposé une plainte et le Cameroun l'a extradé vers la France. Je pense que ce dossier sera prioritaire sur les autres dans la mesure où sa détention provisoire va atteindre le délai légal. Donc, pour Keita Yezou, on va attendre, mais il faut savoir quand même que de notre côté, nous nous sommes déjà constitués partie civile dans deux autres affaires et nous nous apprêtons la semaine prochaine à déposer aussi une nouvelle plainte contre une des personnes qui est visée par ces mandats d'arrêt. Monsieur le procureur, d'abord, quel est votre sentiment comme organe national de poursuite judiciaire par rapport à ce qui se passe en France? Alain Gauthier parle d'une affaire de 40 dossiers, 40 refus qu'on a constatés en France. Que fait l'organe national de poursuite judiciaire pour peut-être faciliter, pour amener ces pays qui traînent encore le pas à pouvoir soit extrader ces gens, soit les juger sur place? Que faites-vous aujourd'hui, 27 ans après? Comme on vient de le dire, l'organe national de poursuite judiciaire assiste les pays dans les commissions rogatoires. Généralement, quand ils font des enquêtes, quand nous lançons des mandats d'arrêt internationaux, les pays, généralement, ils réagissent en faisant soit des commissions rogatoires, ils viennent compléter des enquêtes. Quand ils viennent ici, l'organe national de poursuite judiciaire assiste dans le recueil des éléments de preuve au Rwanda. Comme on vient de le dire, Marcel Keita Yezou, le prêtre qui a été récemment arrêté, il a été arrêté après une série d'enquêtes effectuées par les magistrats français. Ils sont venus ici dans des commissions rogatoires et l'organe national de poursuite judiciaire a assisté. Et aussi, dans ce cadre, l'organe national de poursuite judiciaire continue à faire des réunions avec des procureurs au niveau régional, au niveau international, faisant le rappel des mandats qu'on a émis pour qu'ils soient traités afin d'obtenir des extraditions ou alors afin qu'ils soient jugés dans les pays dans lesquels ils ont trouvé refuge. Et maintenant, aujourd'hui, on parle de la France, mais lorsqu'on regarde la majorité des dossiers qui ont été envoyés, du moins les mandats d'arrêt, la majorité c'est sur le continent africain. Et pourtant, les peu de cas de procès qu'on a, c'est sur le continent européen et peut-être ailleurs. Est-ce que vous pouvez nous parler de la particularité du continent africain? Pourquoi quelqu'un se dirait, est-ce que les Africains ne sont pas ceux qui devraient comprendre encore mieux l'histoire du Rwanda, avec aujourd'hui le Rwanda ouvert à l'Afrique, avec les Africains qui connaissent de mieux en mieux le Rwanda et son histoire tragique de 1994. Pourquoi les Africains, ça traîne encore le pied? Quelle est la particularité du continent africain aujourd'hui par rapport à cette poursuite, à cette traque aux génocidaires? Bon, il y a certaines difficultés qu'on peut énumérer. Ouais. Comme je l'ai dit, la plus grande partie des mandats d'arrêt internationaux qu'on a émis, c'est en Afrique. Et les pays qui ont réagi, on en trouve peu en Afrique.
Les raisons, bon, généralement, comme je l'ai dit, par exemple, la République démocratique du Congo. Tout le monde qui a trouvé refuge là, dans ce pays, ils habitent généralement dans les forêts. Il est un peu difficile de les localiser, il est un peu difficile de trouver les adresses. Alors, les pays, ils traînent parce que la traque de ces génocidaires, de ces présumés génocidaires, ça exige des moyens financiers, des moyens humains. Alors, de temps en temps, il y a une réticence, il y a un manque de volonté politique de s'investir pour traquer tous ces fugitifs. Je dirais aussi qu'il y a certaines personnes aussi qui changent d'identité. On émet un mandat d'arrêt international sous le nom d'une personne telle qu'on reconnaît ici, et quand il est arrivé dans ce pays où il a pris refuge, il change d'identité. Alors, ça devient aussi difficile de le poursuivre. Il y a d'autres qui, quand on a émis le mandat d'arrêt international, par exemple en République démocratique du Congo, ou en Ouganda ou au Kenya, il change d'adresse, il va dans un autre pays et ça demande qu'on essaie encore de le localiser. Il y a pas mal de raisons, mais la plupart, c'est lié à la volonté politique d'investir dans la traque des fugitifs. Parce que lorsque vous parlez de la volonté politique, sachant déjà le rapprochement du Rwanda avec certains pays africains aujourd'hui, avec une Afrique qui se veut unie et unifiée en bloc, déjà, est-ce que allons-nous avancer dans d'autres secteurs économiques, faire de partenariats dans d'autres secteurs? On voit des blocs régionaux où le Rwanda se trouve dans plusieurs organisations régionales et sous-régionales. Et sur le plan de la justice, la collaboration, qu'est-ce qui manque pour que cette collaboration soit aussi effective, se remarque comme c'est le cas dans d'autres secteurs, comme le secteur économique, par exemple, pour ne citer que cela? En ce qui nous concerne, bon, comme je l'ai dit, il y a peut-être ce moyen financier, ce moyen logistique, mais il faut encore une grande sensibilisation. Je crois que nous allons continuer à sensibiliser dans des réunions que nous avons, comme nous avons une association des procureurs au niveau de l'Est Africa, de l'Afrique de l'Est, des pays de l'Afrique de l'Est, et aussi de l'association des procureurs au niveau de l'Afrique. Dans chaque réunion, on essaie de faire une sensibilisation pour de rappeler les mandats d'arrêt que nous avons émis, de rappeler qu'on essaie de trouver des réponses. Je dirais qu'il faut toujours une sensibilisation et au fil du temps, je crois que cette volonté va venir. On l'espère en tout cas. Alain, le mercredi dernier déjà, on parlait de Hitayezu tout à l'heure, mais en France, il y a eu le rejet de pourvoir en cassation pour ce qui est du dossier de Bukibaruta. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus? Déjà, on peut envisager un procès imminent? Oui, donc Laurent Bukibaruta, en fait, a épuisé, je dirais, tous les recours qu'il pouvait depuis qu'il est déféré devant la cour d'assises. C'est vrai que mercredi dernier, son pourvoi en cassation a été rejeté. Donc maintenant, il n'y a plus aucun obstacle pour qu'il soit jugé. Mais il va falloir trouver, je dirais, une place dans le calendrier de la cour d'assises de Paris pour qu'il comparaisse devant la justice. Et il semblerait que là aussi, ce ne soit pas très facile. Donc, pour nous, ce dossier-là est, je dirais, pratiquement terminé. On attend simplement le déroulement du procès. Mais je vous ai dit, il va y avoir peut-être d'autres procès qui vont bousculer ceux qui sont prévus. J'ai parlé du cas de Philippe Ategikemana, Philippe Magnier. Il s'appelle Magnier depuis qu'il est naturalisé français. Peut-être que ce procès-là arrivera avant. Bon, on va voir. Mais ce qui est regrettable surtout, et c'est ce que nous dénonçons depuis tant d'années,
ce sont les lenteurs de la justice. Hein. Et puis, il faut savoir, monsieur le procureur, tout à l'heure, a évoqué les commissions rogatoires qui se déroulent au Rwanda. Nous savons que les juges d'instruction se rendent très souvent au Rwanda. Il nous arrive de les croiser. Ces mêmes juges d'instruction nous convoquent à Paris quand nous déposons une plainte ou quand nous nous constituons partie civile. Mais il faut savoir que pour qu'il y ait commission rogatoire, il faut que les gens soient poursuivis en justice. Or, jusqu'en 2019, les seules personnes qui étaient visées et qui relevaient de commission rogatoire, c'est tout simplement parce qu'au CPCR, en particulier, eh bien, nous avions déposé des plaintes contre ces gens-là. Et ce n'est donc que depuis 2 ans que le parquet, ayant ouvert des informations contre la douzaine de personnes qui étaient visées par des mandats d'arrêt et qui n'étaient toujours pas poursuivies, c'est maintenant que commencent ces commissions rogatoires pour ces dossiers-là. Donc nous avons un travail considérable à faire. Et puis, il faut savoir aussi, et là ça demanderait peut-être encore plus de collaboration avec soit le parquet de Kigali, soit le GFTU, pour qu'on échange des informations, parce que nous avons ici en France des noms connus. Je ne vais pas bien sûr les donner ici pour n'alerter personne, mais nous avons des gens qui sont soupçonnés d'être quand même ce qu'on appellerait des gros poissons du génocide et contre lesquels il n'y a toujours pas de poursuite. Il n'y a pas de mandat d'arrêt contre eux et nous n'avons pas les moyens parce que vous avez évoqué tout à l'heure, monsieur le procureur a évoqué le problème financier, nous n'avons pas les moyens non plus d'enquêter sur ce cas-là. Alors peut-être vous vous retenez à citer certains noms, mais aujourd'hui c'est un secret de polichinelle. Il y a certains membres de la CASU, cerveau moteur du génocide commis contre les Tutsis. Nous avons par exemple l'ancienne épouse l'épouse de l'ancien président Habyarimana, Madame Kanziga, qui est en France, où déjà les informations en notre possession qu'elle n'a pas de papier en France, mais déjà comment expliquer le confort judiciaire, entre guillemets, dans lequel vivent ces gros poissons dont personne ne veut citer le nom, dont personne ne veut parler? Alors là, quand je dis qu'on ne cite pas de nom, bien évidemment, tous ceux qui sont visés par des plaintes que nous avons déposées, il n'y a aucune difficulté à les nommer. Vous parlez de Madame Agathe Habyarimana, je dirais la même chose de l'ex-chef d'état-major adjoint de l'armée Laurent Seloubouga. Ces gens-là sont poursuivis par la justice française. Alors c'est vrai que, comme vous le remarquez, ce sont des dossiers qui traînent. Madame Habyarimana, nous avons déposé une plainte contre elle en 2007, en février 2007. Je sais que les juges d'instruction continuent à enquêter sur eux en commission rogatoire. Par contre, je ne sais pas du tout où en est le dossier. Le dossier Seloubouga, normalement, il est terminé aussi. On nous avait annoncé la clôture de l'instruction en 2017. Pour l'instant, je ne sais pas trop où ça en est non plus. Voilà, donc il est clair que pour ces gens-là, nous aimerions bien qu'il y ait un procès parce qu'ils ont quand même bénéficié d'un accueil très complaisant sur le sol français. Mais par contre, quand je dis qu'il y a des noms qu'on ne peut pas citer, il y en a qu'on pourrait citer, même parmi des gens importants. Je lisais dans certains dossiers le nom de Jean-Marie Vianney Nzafakumunsi, qui est cité souvent dans des documents de chercheurs. Bon, par exemple, aucune décision, aucune enquête n'a été faite sur lui. Je ne sais même pas si le Rwanda serait prêt à envoyer un mandat d'arrêt international contre lui. Et il y en a d'autres comme ça. Voilà. Voilà ce que je peux dire par rapport à ces dossiers. Bon, Madame Kanziga, oui, allez-y. Elle a bénéficié de protection, c'est évident. Hein, mais comme vous le faisiez remarquer, elle ne devrait plus
être sur le sol français, hein, puisqu'elle n'a pas, été reconnue comme réfugiée et elle n'a pas de titre de séjour. Voilà, donc on attend. Monsieur le procureur, avez-vous un mot à placer par rapport à ce dossier-là, des gros poissons, notamment Madame Kanziga, avec quand même un statut particulier, déjà pas un statut des réfugiés, pas de résidence permanente, pas de titre de séjour en tout cas. Comment déjà, lorsque Alain parlait de l'instruction du dossier ou des dossiers, par exemple quand il y a des correspondances, quand il y a des commissions rogatoires dont vous parliez tout à l'heure, déjà quand vous évoquez de tels dossiers sur lesquels il y a eu des recherches, il y a eu des publications, les écrivains ont écrit, les hommes de droit, tout le monde a travaillé là-dessus, que vous répondent vos collègues du côté de la France? Généralement, quand on fait recours aux pays dans lesquels nous avons lancé des mandats d'arrêt internationaux, que ce soit en France ou en Belgique, la réponse vient souvent le nombre du personnel qui est chargé d'enquêter sur les dossiers. Alors, on sait très bien, c'est regrettable, mais les enquêtes prennent beaucoup de temps pour se réaliser. Donc, les Français, les Belges, ils prennent du temps pour enquêter, mais ce qui est bon, peut-être en France, quand ils ont terminé des enquêtes, le jugement ne dure pas longtemps. Mais ils prennent beaucoup de temps pour enquêter. On ne peut pas, ils te disent qu'ils ont beaucoup de dossiers à traiter, que la priorité n'est pas seulement les dossiers rwandais, alors ils mettent des priorités, un dossier par an, ils font beaucoup de commissions rogatoires et ça prend beaucoup de temps. On sait que ça prend beaucoup de temps, mais nous n'avons pas une force de les obliger à poursuivre et à accélérer. On essaie toujours de sensibiliser, de rappeler, mais ce qui est sûr, c'est que ça va un peu lentement. Ça va un peu lentement. Est-ce que ce n'est pas également une justice qui traîne, peut ne plus être vraiment la justice qu'on attend? Effectivement. Parce que là, je pense, par exemple, aux témoins éventuels dans les dossiers, au cas où il y aurait procès. Est-ce que les témoins qui pourraient témoigner, parce que il y a une chose qui a été remarquée, c'est que la plupart de ces gros poissons, de l'époque en tout cas, les cerveaux moteurs, la plupart d'entre eux sont ce sont des octogénaires aujourd'hui, 80 et plus. Est-ce que déjà, ça ne pose pas problème, ça? Effectivement, ça cause un problème parce que la plupart des éléments de preuve que nous avons dans ces dossiers, ils sont basés sur les témoignages. Et la plupart des témoins, ils ont un âge un peu avancé. Il y a ce qui arrive même à disparaître par l'âge ou par la maladie. Il y a d'autres aussi qui se rétractent. Il y a quand même un changement de témoignage et ça causerait un problème au dossier. Alain Gauthier, quelle est votre réaction par rapport à ça, le fait que ces procès ou ces instructions puissent traîner en longueur, déjà je parlais de ces gros poissons qui prennent de l'âge également, mais s'ils prennent de l'âge, les témoins qui les ont vus à l'acte, en action, à l'époque déjà, les témoins également prennent de l'âge, Alain. Oui, je crois que c'est un gros problème que nous ne cessons d'aborder auprès des autorités judiciaires ici en France, parce que c'est vrai, nous avons plusieurs personnes qui ont dépassé largement les 80 ans. C'est le cas aussi pour les témoins. Vous savez que nous avons de plus en plus de difficultés, nous, quand on va au Rwanda, pour essayer de trouver des témoins dans des dossiers, dans des plaintes qu'on voudrait constituer. Nous avons de plus en plus de mal à trouver des témoins qui acceptent de parler. Alors déjà, beaucoup de ces témoins, depuis 27 ans, sont morts. Il faut quand même le reconnaître. Et puis ceux qui sont encore là, eh bien, hésitent aussi
à nous donner leur témoignage. Par exemple, on se rend compte que dans la mesure où, et c'est peut-être un message qui est mal compris par les Rwandais et par les rescapés, ils nous disent qu'on nous a demandé de nous réconcilier et puisqu'on nous a demandé de nous réconcilier, eh bien, on ne voit pas pourquoi on irait témoigner contre des gens de la famille des génocidaires. C'est une difficulté. Pareil pour le pardon. Les églises ont demandé de pardonner. Donc les rescapés se disent, on a pardonné, donc on ne peut plus aller en justice. Donc ça, c'est une vraie difficulté. Or, dans le cas du génocide, il faut savoir que le témoignage est essentiel. Tout repose pratiquement sur les témoignages. Il y a très peu de documents écrits ou d'archives qu'on aurait pu trouver. Donc, c'est une vraie difficulté. Et nous avons ici en France Claver Camana, qui est décédé sans avoir été jugé. Donc, il est décédé innocent aux yeux de la justice. Et il est évident que tous ceux qui sont actuellement poursuivis en justice ne pourront pas être jugés à cause de leur âge. Maintenant, je pense qu'il faudrait aussi, et là je lance encore un appel à monsieur le procureur, au parquet, sur certains noms importants de gens dont on sait qu'ils vivent en France et qui n'ont jamais eu de mandat d'arrêt international, qui n'ont pas d'acte d'accusation. Il serait bon qu'à l'occasion, on puisse échanger nos informations parce que ça nous paraît essentiel que ces gens-là rendent des comptes à la justice. Monsieur le procureur, c'est un appel qui est lancé vers vous. Effectivement, nous encourageons des gens qui ont des informations à nous les partager, et surtout quand on sait l'endroit où se trouve une personne qui est poursuivie pour le crime de génocide, de nous partager des informations et nous sommes prêts à élaborer des dossiers et à lancer des mandats d'arrêt internationaux. Donc, Alain Gauthier, on travaille toujours ensemble, il connaît très bien que quand il nous donne des informations, nous réagissons immédiatement et nous allons toujours travailler avec lui et avec toute la diaspora, que ce soit en France ou ailleurs. Il y a quelque chose de très important que Alain Gauthier vient de mentionner, du refus, ou en tout cas du repli de certains témoins aujourd'hui au nom de la justice, plutôt au nom de la réconciliation nationale, au nom de l'unité et la réconciliation nationale au Rwanda, une politique aujourd'hui, en tout cas mise en avant par le gouvernement du Rwanda. Est-ce que vous qui êtes homme de droit, le pardon, ou au nom de cette politique aujourd'hui qui fait ses preuves depuis déjà 27 ans, les témoins doivent se retenir par rapport au plan de la justice? Est-ce que les témoins comprennent-ils? Que faites-vous pour que les témoins puissent comprendre également que c'est vrai qu'on doit pardonner, mais également que justice doit être faite? Je crois que c'est une mauvaise interprétation, une mauvaise compréhension de la réconciliation, parce que la réconciliation, le pardon n'empêche pas la poursuite judiciaire. Donc, les témoins qui refuseraient de témoigner, soit disant que c'est lié à la réconciliation et au pardon, je crois que c'est une erreur monumentale du côté de ces témoins. Et ça demande une sensibilisation que ce soit au niveau des témoins, mais ça peut aussi cacher autre chose, parce qu'on a remarqué aussi des gens qui essaient de corrompre des témoins pour qu'ils changent leur de position. Et ils peuvent peut-être avancer cette théorie de réconciliation, mais derrière, il y a d'autres objectifs qui sont cachés, liés à la corruption, liés aux ententes avec les accusés pour qu'ils rétractent leur déposition. Je crois que
il ne faudra pas qu'on comprenne que la réconciliation, le pardon pourrait limiter le processus judiciaire de présumés coupables du génocide. Est-ce que l'autre, à tous les deux, je pose également cette question, est-ce que d'autre part, n'est-ce pas également le fait que ce processus puisse prendre vraiment du temps? Est-ce que les témoins ne peuvent pas, à la limite, s'enlacer et se dire finalement ça n'aura servi à rien? Peut-être qu'on ne retrouvera jamais ces gens. Peut-être qu'il n'y aura jamais de procès de ces gros poissons, des gens qui ont tué les leurs. Alain, et même Monsieur le procureur va nous en parler. Ah mais oui, ça c'est évident qu'il y a une certaine lassitude chez les rescapés en particulier. S'ils ne voient pas la justice rendue, ils se disent à quoi bon. Et ça, on le rencontre aussi. Bien évidemment. Et le temps ne joue pas là en faveur de la justice. Par contre, je voudrais revenir aussi un petit peu sur ce qu'a dit Monsieur le procureur, parce que ça aussi c'est excessivement important. Il nous est arrivé de nous trouver en face de témoins éventuels qui effectivement, parce qu'ils doivent, je dirais presque leur survie aux tueurs eux-mêmes, en tout cas aux familles de tueurs, eh bien, ils n'ont pas la possibilité de parler. Si des rescapés sont, je dirais, suffisamment pauvres pour compter sur l'aide que les tueurs leur donnent, vous pensez bien que obligatoirement, ils ne pourront pas témoigner. Donc, le problème de la corruption, je pense, est un vrai problème, mais qu'il faut peut-être prendre par l'autre côté, bien aider les rescapés à vivre, pour qu'il n'ait pas besoin de l'aide des tueurs. Monsieur le procureur, je parlais de la lassitude que peuvent ressentir les rescapés du génocide, notamment, mais également les témoins qui aimeraient bien témoigner contre ces présumés coupables, ces gros poissons en tout cas, les cerveaux moteurs du moins du génocide. Bon. C'est vrai que certains témoins peuvent se décourager, voir que de temps en temps, ils sont interrogés par les enquêteurs rwandais, et d'autres, ils reviennent des enquêteurs étrangers, et de temps en temps... Des membres de la société civile, le collectif par exemple. Oui, ils peuvent se décourager, mais à ce qui nous concerne, à l'organe national de poursuite judiciaire, il y a un service de la protection des victimes et des témoins, et ce service est chargé d'encadrer ces témoins dans le processus du procès. Et cette unité de la protection des victimes et des témoins essaie d'encadrer ces témoins pour qu'ils ne soient pas découragés. Ils essaient de leur expliquer le processus, parce que généralement, ces témoins ne connaissent pas le processus judiciaire, combien les témoins peuvent être interrogés par des enquêteurs, par des procureurs, par des juges. Alors, ils essaient de leur expliquer que c'est le processus judiciaire. Alors, à ce qui nous concerne, cette unité essaie de les encadrer. Par contre, je crois que, à ce qu'a dit M. Gauthier, ce n'est pas un problème de survie des rescapés, parce que même la corruption, ce n'est pas dans les témoins des rescapés, au niveau des témoins des rescapés qu'on retrouve des gens qui se rétractent. Par contre, on peut les retrouver parmi les co-auteurs, parmi les co-accusés qui ont été jugés ici et qui avaient déposé, et de temps en temps, ils changent leur déposition. Mais ou parfois, on parle même de certaines personnes qui arrivent à porter le chapeau pour les autres, à porter en tout cas les crimes des autres, en disant non, lui n'a pas fait ça, c'est moi qui ai fait, parce qu'il a été condamné ou parce qu'il est en prison. Bon, cela peut aussi arriver, mais généralement, ce n'est pas très fréquent. Ce n'est pas très fréquent, mais des rares cas qu'on a trouvés, qu'on trouve des gens qui se rétractent,
on trouve qu'ils ont été manipulés d'une façon ou d'une autre. Mais à ma connaissance, ce n'est pas au niveau des rescapés qu'il y a ces formes de rétractation de témoignages. Je vais peut-être, puisqu'on tend également vers la fin de notre émission, en date du 7, alors que le Rwanda a déjà débuté la semaine de commémoration du génocide commis contre les Tutsis, il y a un discours qui était très attendu, c'était le discours du chef de l'État Paul Kagame, qui est un long discours en tout cas, où il est revenu sur un rapport qui a fait tant parler de lui, le rapport de la commission du clerc que nous avons eu sur ce plateau, où il nous a parlé en tout cas à loin et à large de son rapport, en tout cas le rapport de la commission qu'il a dirigée. J'aimerais bien qu'on revienne sur les quelques phrases du chef de l'État Paul Kagame sur les conclusions de ce rapport. Et puis, à tous les deux, j'ai une ou deux questions avant de clôturer notre émission. We welcome this report because it marks an important step toward a common and Aujourd'hui, nous saluons ce rapport qui marque un pas important vers une compréhension commune de ce qui s'est passé. Il marque également un changement et montre le désir, même pour des dirigeants français, d'aller de l'avant avec une bonne compréhension du passé. Et nous nous en félicitons. Nous nous en félicitons. Le rapport va nous être présenté, j'en ai été informé et c'est une bonne chose. Le Rwanda aura également son mot à dire prochainement, peut-être vers la 3e semaine de ce mois d'avril. Les conclusions que nous avons entre les mains sont basées sur le travail effectué par des personnes qui ont été chargées de le faire parallèlement à ce qui se faisait en France. Ces conclusions vont dans le même sens. L'important est de continuer à travailler ensemble pour documenter la vérité. Voici la vérité. The important thing is to continue working together to document the truth. C'était là le chef de l'État Paul Kagame qui faisait allusion au rapport de la commission du clerc. Alain Gauthier, déjà ce rapport a fait couler beaucoup d'encre et de salive en France. Les langues se sont déliées, mais déjà au niveau du collectif des partis civils pour le Rwanda, comment cela a été reçu et est-ce que vous comprenez la position du chef de l'État Paul Kagame et la position du Rwanda aujourd'hui, puisque étant le garant de la nation aujourd'hui qui donne sa version, la position du Rwanda par rapport aux conclusions de ce rapport? Oui, je crois qu'il est évident que le président Kagame a prononcé des paroles de sagesse. Il a souligné l'amélioration des relations suite à ce rapport, puisque le rapport du clerc dénonçait des responsabilités écrasantes de certaines personnalités politiques de 1994 par rapport au génocide des Tutsis. Je dirais que nous allons même un petit peu plus loin, parce que si le rapport ne veut pas retenir la complicité, et on nous a expliqué pourquoi, parce que c'était des historiens et non pas des juristes, mais nous continuons à dénoncer la complicité qu'il y a eu entre le président de la République française à l'époque, le président Mitterrand accompagné de ses conseillers militaires, et aussi de certains personnages importants tels que M. Védrine ou l'ancien ministre des Affaires étrangères, Alain Juppé. Voilà, nous continuons à dire que ces gens-là n'ont pas fait preuve d'aveuglement. C'est pas le terme que nous voulons employer. Ils connaissaient. Alors, nous ne disons pas que c'est eux qui ont fait le génocide, mais ils ont collaboré
avec, dans un premier temps, le président Abiyalimana, et après l'attentat, ils ont collaboré avec un gouvernement intérimaire génocidaire, et ça, il faut que ce soit clairement dit. Donc, le président Kagame accepte pour l'instant les conclusions du rapport du clerc. Il nous dit que le rapport du Rwanda ira dans le même sens. Je pense que oui, ça me paraît assez normal. Mais il y a encore du travail à faire. En tout cas, je dirais que ce rapport du clerc, en ce qui concerne le collectif des parties civiles pour le Rwanda, ne va pas nous être d'une aide considérable parce que ce n'était pas l'objet, ce n'était pas la mission de la commission. On parle très peu, nommément, des personnes qui ont participé au génocide et contre lesquelles nous sommes partie civile. Je crois que les deux personnages les plus importants qui sont évoqués dans ce rapport, c'est ceux qu'on a cités tout à l'heure, c'est Agathe Kanziga et c'est Laurent Seloubuga. Les autres, nous devons continuer notre travail de justice sans nous appuyer, bien évidemment, sur ce rapport du clerc, mais ce rapport qui, il faut quand même le reconnaître, marque une certaine avancée dans la reconnaissance de la responsabilité du gouvernement français. Maintenant, on attend surtout, si le président Macron se rend au Rwanda, comme on nous l'annonce le mois prochain, nous, de notre côté, on attend des paroles fortes de vérité, parce qu'il n'y aura que la vérité qui permettra de construire les relations entre nos deux pays sur des bases beaucoup plus saines que ça n'a été jusqu'à maintenant. Monsieur le procureur, déjà Alain Gauthier parle en tant que déjà un membre du collectif des parties civiles pour le Rwanda, il milite pour la justice. Le chef de l'État Paul Kagame, il parle en tant qu'homme politique, c'est vrai. Et maintenant, plusieurs observateurs disent en tout cas que le rapport va être exploité selon les différents domaines, selon les différentes lunettes qu'on porte. Vous qui êtes sur le plan de la justice, de l'organe national de poursuite judiciaire, est-ce que ce rapport déjà porte-t-il de la substance, quelque chose qui pourrait servir déjà au travail que vous faites aujourd'hui? Est-ce que ça éclaire au moins quelques zones d'ombre qui n'avaient pas été peut-être assez documentées déjà à l'époque ou jusqu'à présent? Certainement qu'il y aura certains éléments qui seront bien éclairés. Et il faudra l'analyser objectivement du point de vue du droit, voir s'il y a des documents qui pourront être utilisés comme éléments de preuve pour la constitution des dossiers. Ça va dépendre de l'analyse juridique de ce rapport et surtout que ce rapport sera appuyé par le rapport qui sera publié par le Rwanda. Alors, on va essayer de concilier les résultats des deux rapports et voir s'il peut y avoir des éléments de preuve qu'on peut exploiter. Alain Gauthier, il y a des personnages qui ont été cités dans ce rapport. Déjà, vous êtes revenu sur certaines personnes, certains individus en tout cas, qui aujourd'hui sont toujours dans en tout cas dans le sillage politique en France. On peut envisager par exemple qu'un jour on puisse retrouver certains dignitaires de l'époque en France, certains décideurs de l'époque en France devant les cours et tribunaux, par exemple, pour soit témoigner, soit pour répondre d'une ou telle chose par rapport au dossier du génocide commis contre les Tutsis, ou en tout cas déjà de cette relation étroite entre la France de l'époque et le Rwanda de l'époque. Vous savez, si c'est uniquement pour témoigner, ça ne suffira pas. Moi, je pense que vous faites allusion à des poursuites judiciaires contre précisément des personnes qui auraient des responsabilités individuelles dans les décisions qui ont été prises. Oui, ce n'est pas impossible. Il y a plusieurs personnes dont on a déjà parlé qui pourraient faire l'objet de poursuites judiciaires en France. Maintenant, pour aller en justice, il faut véritablement des preuves. On ne peut pas se lancer comme ça à la légère, mais on va voir
effectivement, si à la lumière du rapport Duclerc et à la lumière du rapport du Rwanda, qui normalement, d'après nos informations, sera communiqué demain, eh bien, on verra si on peut trouver dans ces rapports des preuves. On en a certaines déjà, mais oui, c'est pas impossible que des hommes politiques de l'époque aient des comptes à rendre un jour à la justice. Mais bon, c'est pas facile non plus de se lancer dans ce combat. Voilà, et c'est par ces mots que nous allons devoir peut-être nous séparer pour ce que de notre émission ce soir. Merci beaucoup au procureur national Bonaventure Ruberwa. Merci beaucoup pour votre temps. Merci à vous autant. Merci également à Alain Gauthier qui est du collectif des partis civils pour le Rwanda. Merci beaucoup pour votre contribution ce soir, Alain. Merci beaucoup pour l'invitation. Voilà, à vous tous également qui ne cessez de manifester votre fidélité à l'émission Majuscule Propos. Je vous dis grand merci et surtout l'émission Majuscule Propos, ça revient toujours à pareille heure en tout cas, et c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Et je vous dis au revoir et restez bien fidèles à l'émission Majuscule Propos et surtout fidèles au programme de la télévision rwandaise. J'aurai tout le plaisir de vous retrouver très prochainement encore pour un nouveau numéro Majuscule Propos. Au revoir.